Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2019. On continue à évoquer cette mission conjointe OIF, Commonwealth et Union africaine au Cameroun qui ont rencontré hier les différents dirigeants qui sont présents au Cameroun. Ils ont rencontré hier les officiels camerounais. Ils ont rencontré au premier point le chef de l'État camerounais Paul Biya, son excellence Paul Biya. Les questions qui sont sur la table, et ça vous le savez, c'est bien sûr la pacification du pays, le climat socio-politique du Cameroun, mais surtout la résolution de la crise anglophone au nord-ouest et au sud-ouest. On va dire que trois questions achoppent et commencent à fuiter de nombreux échanges. Est-ce qu'on se dirige vers un report du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020? En tout cas, la question a évidemment la possibilité ce matin d'être évoquée. Ce report des élections qui n'est pas encore acté, mais qui, on va le dire, est en train de se mijoter au sein de la classe politique camerounaise. On parle également de l'application du statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest décidé lors du grand dialogue national. Et enfin, on évoque la révision du code électoral. Ce sont trois points importants sur lesquels nous devons rester attentifs dans les semaines qui arrivent pour le Cameroun. Madame, Messieurs, il faut souligner que du côté de l'opposition, Cabral Libi et le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a donc annoncé hier la possibilité d'un rallongement de cette candidature qui est annoncée, vous le savez, puisque le PCRN demande clairement qu'on puisse accorder un délai supplémentaire pour que les candidats qui n'ont pas pu déposer leur dossier puissent le faire. En tout cas, il est également annoncé une conférence de presse de Cabral Libi ce jour à Yaoundé. On verra tout ce qui se passe, si cela se confirme, oui ou non. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau ce matin, Monsieur Bachou, Charles Hamel en bretelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Monsieur le ministre, la situation à l'hôpital Akintini ne cesse de se détériorer. Il est temps que vous procédez à un arbitrage. De nombreux services semblent être paralysés. La faute à un seul homme, monsieur le ministre, et vous connaissez qui il est, vous connaissez de qui on parle, puisque lors de votre passage, vous avez essayé d'arbitrer plusieurs problèmes au sein de cette institution. Le personnel se plaint, les départements se plaignent, on ne mange même plus à son aise de ce côté, tellement l'air semble être délétère. S'il vous plaît, monsieur le ministre, de grâce, intervenez à l'hôpital Akintini. Voilà, ça faisait quoi, 2 ans, monsieur Mbachoucha Lamel, que je n'avais pas vu dans un accoutrement comme ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, oui, de temps en temps... Vous occidentalisez aussi. Non, ce n'est pas de l'occidentalisation. À des moments, il faut savoir se glisser dans la peau de la brebis pour voir ce qu'elle pense, monsieur Eric Fopoussi. Voilà, en tout cas, écoutez, nous sommes juste pour vous dire que ça vous va très bien. Hein. Merci, voilà. monsieur. Au-delà de tous les débats philosophiques, ça vous va très bien. Merci, monsieur Eric. Voilà, je pense il fallait changer un peu. Voilà, il fallait changer un peu, absolument. Également sur le plateau ce matin, Karine Sautia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux responsables des publicités au Cameroun, bonjour aux afficheurs publics. Ces affichages grossiers qui empêchent ou encore qui troublent véritablement l'ordre public au Cameroun. On en parle ce matin parce que entre 6h45 et 7h, c'était le bouchon total entre la vallée Bessenguer et notamment l'hôtel Loax, sans publicité. On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour, chers téléspectateurs. L'Ouest Éco nous apprend cette semaine que le sous-préfet de Koutaba était accusé d'avoir perçu 20 millions de francs pour bloquer les listes de l'UDC. Mais comme ces informations n'ont pas été véritablement vérifiées puisqu'il n'y a pas de traces, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Toujours est-il que les militants de l'UDC avaient bloqué l'adjoint d'arrondissement et réclamaient cela. Ça a fait du bruit, Donc, messieurs les autorités administratives, vous voyez
si vous ne vous comportez pas bien, des choses peuvent arriver et c'est pas très bien ces choses-là. Quand ça arrive au niveau des renseignements et même de votre supérieur hiérarchique, le MINAT et tout, ça risque de tourner mal. Donc méfiez-vous. D'accord. Démarrons l'émission de ce matin avec la première rubrique. C'est l'histoire du jour comptée par vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marlène. Marlène a 30 ans aujourd'hui et elle a quasiment terminé ses études. Elle a été brillante tout au long de son parcours et durant ses premières années à l'université, ses parents qui racontent l'histoire se sont rapprochés d'elle pour lui demander « Mais Marlène, tous les jours, on voit tes amis, tes copines se marient et tout, elles ont des gars, mais toi, on t'a jamais vu avec un garçon. On t'a jamais croisé même dans un couloir le soir, jamais, jamais. Non, maman, c'est pas le moment, ça va venir après. » Des années ont passé, tout le temps, et aujourd'hui, ses parents se plaignent. Elle a fini par leur dire que moi, je ne veux pas me marier. Mes sœurs souffrent dans le mariage, mes copines se font tabasser par leur mari tous les jours. Maman, toi-même, le parcours de ton mariage n'a pas été élogieux. Donc aujourd'hui, des enfants, oui. Le mariage, non. Sa mère lui a dit, mais si j'avais pensé comme toi, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Elle a dit à sa mère, c'est ma décision. Le moment venu, je ferai des enfants et après, basta. C'est tout. Je ne veux pas me marier. Ses parents aujourd'hui ne savent pas sur quel pied danser. Ils ne savent pas comment faire revenir leur fille à la raison. La question que je me pose est celle de savoir, est-ce qu'on est obligé de se marier ? Ou bien le mariage détermine-t-il notre hominité? Allez-y, dites-le, avouez-le. Le mariage est-il une fin en soi? Voilà, alors, dites-le, lâchez le mot, ne nous embrouillez pas, Dominique Audrey-Yengelek, on sait ce que vous voulez demander. Le mariage est-il une fin en soi? Les femmes le disent de plus en plus, le mariage n'est pas une fin en soi. On l'écoute à foison dans les différents discours de ces femmes-là qui estiment qu'elles peuvent s'épanouir en dehors du mariage. C'est une façon de penser, c'est une manière de se mettre dans la vie, de vouloir décoder ce qui a été codé durant de nombreux siècles. Il faut quand même expliquer aux gens parce que la cohérence est la chose qu'on devrait avoir chaque fois qu'on évoque des choses aussi sérieuses que le mariage. Il faut être cohérent avec soi-même et il est tout à fait évident que cette Marlène n'est pas cohérente. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens parce que elle vous dit qu'elle peut avoir des enfants, mais pas le mariage. Elle n'en veut pas. Permettez-moi de faire un lien. Le mariage est une institution. Le mariage est une institution. Laquelle institution sert de cadre pour la perpétuation de l'espèce humaine. Il faut même qu'on se comprenne bien. La perpétuation de l'espèce humaine dans un schéma classique. Mais vous avez des gens qui ont inventé des familles monoparentales, les familles recomposées, parce que dans leur esprit, il faut complètement dénaturer notre humanité. Je dois quand même rappeler, et ça c'est important, pour ceux qui nous regardent ce matin, c'est une grande humilité, je dois rappeler que une étude scientifique que j'ai lue encore il y a quelques jours nous dit que nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, 7 milliards d'hommes et de femmes sur Terre. Alors cette étude signale que si on fait la somme des 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et on compare à la somme des multitudes de fourmis qu'il y a sur Terre, les hommes pèseraient moins que les fourmis. Donc soyons à un moment donné quand même, on va dire quoi, soyons quand même à un moment donné humble vis-à-vis de la vie. Donc il y a des gens comme ça qui croient que parce qu'elle est née aujourd'hui, elle peut décider de changer le monde qu'elle a trouvé. Bon, Benga, je commence par vous. Ce matin, c'est une femme qui, dont le profil psychologique nous montre qu'elle a vécu des traumatismes dans sa famille. Elle a observé autour d'elle les femmes mariées. Elle estime qu'elle n'est pas faite pour ce type de souffrance. Qu'est-ce que vous lui dites? D'abord, vous avez dit quelque chose d'important. Le mariage, perpétuation de l'espèce, mais c'est davantage l'équilibre psychologique des mariés, de l'espèce humaine. Et ça, on ne l'intègre pas suffisamment.
pourquoi on parle de l'équilibre psychologique. Et nous disons à un jeune aujourd'hui, il pense que le monde commence avec eux. Il arrivait des situations où un couple n'avait que des femmes, des filles n'avaient eu que des filles, et les parents décident, peut-être que l'aîné ou la Benjamin, du moins décide que l'une de leurs filles n'irait pas en mariage. Elle allait perpétuer l'espèce. Comment ça se faisait? C'est parce que les parents ont l'obligation, je dis bien l'obligation, de le signifier à la famille élargie et à la fille en question. Donc ce n'est pas une décision, je dis ce sont mes enfants. J'ai décidé, comme je n'ai pas de garçon qui était ici, voilà, non, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc la fille elle-même peut légitimement dire à ses parents, je ne veux pas aller en mariage, mais elle doit s'expliquer. Ce qui arrive, c'est qu'elle n'a pas des arguments pour s'expliquer. Et ça me gêne lorsque j'entends mes filles Audrey et leurs amis aujourd'hui vous disent, mais est-ce qu'on peut faire sa vie comme on veut? Non. Est-ce qu'on n'est pas libre de faire? La question fondamentale n'est pas celle-là. C'est que en orientant ma vie, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Voilà la question fondamentale. C'est ce que les parents posent. Mais les gens d'aujourd'hui, ils disent, moi je sais ce que je veux faire. D'accord, vous savez ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous ne devez donc pas faire? Vous voyez que ça devient compliqué. C'est comme on vous demandait d'être dans une course où on vous dit qu'on va prendre les derniers. Chacun court à fond, mais c'est le dernier qu'on va prendre. Bon, ça va paraître ambigu, mais c'est donc ça qui caractérise l'Africain. Cette théorie-là s'appelle la théorie de la complexité. Donc, oui, c'est la théorie de la complexité. Donc, oui. Cet enfant, cette fille, elle n'est pas équilibrée psychologiquement. Elle n'a pas des arguments. Maintenant, si vous lui posez la question, ah oui, vous pouvez même faire 5 enfants avec 5 hommes différents. Quel sera le statut de tes enfants? Elle n'est pas à mesure de répondre. Vous voyez donc que elle regarde le monde de manière partielle et parcellaire. Elle est même aveugle. Donc, voilà, quand il faut l'amener à comprendre. Vous avez dit quel est le prénom? Marlène. Marlène. 30 ans. Voilà, reviens ma fille. Reviens, va parlementer avec ta maman. Quel est le statut des enfants que tu vas faire? Puisque ces enfants, comment vas-tu les encadrer? Demain, au point qu'ils n'aient pas, eux, à entretenir des relations intimes avec leurs frères et sœurs qu'elles ne connaissent pas. Voilà comment on pose les problèmes de la vie. Très bien. Ça ne se résume pas en vous. Le mariage n'est pas une fin en soi. On n'a jamais dit que le mariage était une fin en soi. Mais le mariage, c'est l'élément numéro 1 du bonheur sur terre. Mais bon, que vous ne dites pas ça, mais moi je le dis. Hein. Le mariage est une fin en soi. Voilà. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on fasse des débats sur les évidences. Je veux dire qu'à un moment donné, les gens doivent savoir. Le mariage est tellement une fin en soi que vous avez des gens qui ont mené des combats en France, ailleurs, pour avoir leur part de mariage. Le mariage pour tous qui avait été lancé en France. Donc, c'est tellement une fin en soi que même ceux qui se disent les plus occidentalisés font des marches, font des combats pour qu'on leur accorde également le mariage. Voilà. Donc, oui, justement. Donc, c'est tellement une fin en soi que les gens veulent se marier. Les gens veulent le mariage. Les gens veulent ça. Maintenant, il y a des choses qu'il faut évidemment savoir voir dans ce monde. Oui, Karine. Le mariage n'est pas une fin en soi. Expliquez-nous. Le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que c'est une question de décision et de volonté. On ne se marie pas parce qu'on a vu l'autre ou parce qu'on a l'âge de se marier. On se marie parce qu'on se sent capable d'endurer ce qu'on va endurer. C'est-à-dire que quand vous partez là, votre mère vous dit « Je ne veux pas te revoir ici, sinon avec mes petits-fils ». Donc le mariage n'est pas une fin en soi, vraiment pas du tout. C'est une décision, c'est un choix. Que quelqu'un se lève un jour et dit « Ok, j'ai trouvé la bonne personne, il est mieux qu'on s'engage ». Elle n'est jamais tombée amoureuse, donc ne lui demandez pas de se marier.
Vraiment pas du tout. Qu'est-ce que vous, Non. qu'est-ce que vous entendez par mariage n'est pas une fin en Ce soi? n'est pas une fin en soi parce qu'elle ne définit pas sa vie autour du mariage. Voilà, elle ne justement. définit pas son Voilà. évolution autour du mariage. Encore que si, dans cette histoire, on nous avait dit qu'elle est tombée amoureuse une fois et ça n'a pas marché, on aurait pu comprendre que pour elle, en fait, c'est les échecs qui lui permettent de comprendre que ce n'est pas une fin en soi. Mais là, c'est le témoignage. Elle est juste témoin, elle n'a pas encore vécu ça. Elle a vu comment sa maman a vécu, elle a vu comment ses soeurs vivent, elle a vu comment ses amis vivent. Vous vous rendez compte que autour de vous, tout le monde vient se plaindre à maman. Maman, voilà ce qui m'a fait aujourd'hui. Maman, voilà ce qui m'a fait aujourd'hui. Vous aurez envie vraiment d'aller là-bas? Vous aurez envie, vous, d'aller là-bas? Si on vous dit, cocoette, c'est vrai qu'il y a toujours les gens qui parlent, cocoette, vraiment, on prostitue les filles, on fait ci, vous allez conseiller à votre enfant d'y aller? Vous commencez à, Non, à faire des réserves. Oui. Est-ce que vous allez Oui. conseiller la personne d'y aller? Moi, je la comprends parfaitement. C'est sa décision, c'est son choix. Si dans son foyer, parce que l'équilibre que Bombok a donné là, c'est pas l'équilibre pour les enfants qu'elle va avoir. C'est d'abord son équilibre à elle. Est-ce que le couple de ses parents lui a donné de l'équilibre? Je ne pense pas. Un enfant qui est équilibré dans un ménage, dans un foyer, papa et maman, est plus à même de se marier que tout le monde. C'est-à-dire que c'est elle qui fait les jeux des enfants en disant je suis la mère, tu es le père. Est-ce qu'elle a fait ça? Donc vous le dites d'abandonner Est-ce que toute idée de mariage, c'est bon, elle continue c'est son comme choix. ça. Elle continue comme ça. Je ne la condamne pas du tout. Et si elle veut faire ses enfants, si elle trouve quelqu'un qui va lui faire ses enfants, qu'elle fasse ses enfants. Moi, je ne peux pas la condamner pour ça. C'est son choix de vie. Maintenant, est-ce qu'elle sera capable de se coucher le soir chez elle et accepter être seule? Moi, c'est le petit bémol que je pose comme question à la fin. Vous dites quoi là? Moi, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. Pas du tout. Pourquoi? On a affaire à une décision. Je dis bien ceci. Cette fille, cette femme, elle est témoin des mariages qui ne réussissent pas. Ouais. Elle a vécu le mariage de l'enfer. Dans sa famille elle-même, elle n'est pas équilibrée. Elle veut pas raison pour laquelle, voilà, au lieu de reproduire le malheur, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord, très bien. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais on peut bien se sentir seul le soir à la maison. Oui, normalement. Voilà. Alors, Chalamel, bon, c'est vrai que, sincèrement, c'est intéressant parce que c'est à vous que je veux faire cette confidence. Enfin, je veux dire, c'est avant que vous preniez la parole que je veux faire cette confidence. Hier, je discutais tout récemment avec une personne qui me disait que il y a, comme dans leur famille, une compétition au mariage. Ça veut dire qu'il y a... Une bonne famille, ça. Oui, une compétition au mariage. Ça veut dire que il y a ses sœurs qui sont mariées et tout. Et donc, à chaque fois, on demande aux autres qui ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'elles attendent. Et elle dit qu'elle, dans son esprit, c'est qu'il faut rapidement qu'elle se marie. Donnez-moi le nom de cette qu'elle se marie, parce que quand elle regarde le nombre de femmes dans son quartier, C'est pas en disant ça qu'elle va se marier. de 45 ans, de 50 ans, ouais, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle me dit, parce que moi, je ne sais pas si c'est vrai, ça, mais écoutez bien, elle dit que quand elle regarde le nombre de femmes qui ont 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui ne sont jamais mariées dans son quartier, elle se rend compte que ces femmes-là, elles ont un point en commun. C'est que c'est elle qui bavard partout, c'est elle qui épie toutes les maisons pour sortir les commérages partout. Et c'est elle qui tente de détruire les couples. Et elles font les neuvaines de prière dans les églises en demandant à Jésus de leur donner je vais vous faire cette confidence avant que vous preniez la parole. Allez-y. Monsieur Fopoussi, sauf que celle qui parle que le mariage n'est pas une fin en soi... Quoi, ne se sont pas encore retrouvés dans une situation où vous ne parvenez pas à vous lever le matin, où vous avez besoin que ce soit quelqu'un qui vous masse le dos, que vous avez besoin de quelqu'un qui intervienne en pleine nuit. Monsieur Eric Fopoussi, déjà, c'est pas moi qui l'avais dit, pour épouser la pensée des occidentalisés. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Monsieur Eric Fopoussi, faites le tour de toutes les églises de réveil. N'entrez pas pour regarder. N'entrez pas pour prier. Entrez pour regarder toutes celles qui lèvent les mains comme ça. Seigneur, donne. Même si c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. J'ai refusé avant. Seigneur, envoie. Ton choix sera mon choix. Posez-leur la question. Elles vont vous dire qu'elles ont passé toute leur vie à jouer. Elles ont passé toute leur vie à mépriser l'homme. Elles ont passé toute leur vie à penser qu'elles avaient leur beauté, leur école, leur argent prévalait. Ici, nous, on a affaire à une maman qui n'a pas su créer le désir. Parce que, vous savez, monsieur Eric Fopoussi, pendant que la maman est à la cuisine avec les enfants,
pendant qu'ils sont en train de, elle est en train de préparer, elle dit à l'enfant, quand tu seras demain marié, ma fille, tu vas voir le mari, tu devras préparer les repas comme ça à ton fils, à ton mari. Tu devras prendre, c'est la maman qui, à travers des discussions, des échanges, prépare sa fille au mariage. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez des maisons où les enfants ne font qu'aller à l'école, les filles, elles ne font rien, elles ne savent même pas cuisiner, elles ne savent pas laver les couches. On prend les, comment vous appelez, les babysitters qui arrivent, qui font tout. Il faut les jetables maintenant. Il faut donner à l'enfant. Cette fille, elle souffre, elle n'a pas reçu ça. Cette fibre de la suite, comme on dit, elle n'a pas reçu cette fibre. Elle est pratiquement coupée. Et au-dessus de cela, comme Bonbon disait qu'elle n'avait pas d'argument, elle ajoute juste ce qu'elle observe. Ses sœurs sont mal à l'aise dans le mariage, mais elles sont sorties du mariage. Elles sont dans le mariage. Pourtant, elles ont l'attitude de rentrer se coucher à la maison. Les sœurs vivent les frustrations, même la maman vit les frustrations. Mais est-ce que ça empêche qu'elle-même, avec ses amis, elle manque de frustration? Donc, j'estime que le débat est déplacé. La maman devait revenir et recréer cette fibre. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard et que sa fille ait peut-être un plan caché. Elle a 30 ans. Elle a un plan caché. Une orientation sexuelle dévoyée, monsieur Fopoussi, et qu'elle ne parvienne à assumer cela, elle le dit à sa mère. C'est peut-être ça le problème. Oui. Bon, peut-être. Ça doit être ça. Oui, c'est vrai. C'est arrivé en France. Quand on parlait de mariage pour tous en Europe, mais on oublie d'intégrer la polygamie là-bas chez eux. Oui, bon, c'est quand même terrible dans ce pays-là. Ils sont tellement incohérents dans leur façon de penser. Un mariage pour tous. Alors, Dominique Audrey. Oui, à côté, si ce n'est pas l'orientation sexuelle de Marlène, je crois qu'elle souffre simplement de gamophobie. Gamophobie parce qu'il faut dire que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage, ce sont les angoisses, le mariage, c'est le stress, le mariage, ce sont les problèmes interminables, les disputes et autres. Donc, on a une jeune femme qui, justement, n'a pas envie de se lancer dans ça. Tout le monde sait que lorsqu'on se marie, on perd une partie de sa liberté, du moins. On perd sa liberté. Et maintenant, Marlène, qui certainement avait son rythme à elle de vie, qui avait ses manières, ses manies, ses habitudes, elle se dit dans sa tête que aujourd'hui qu'elle va se marier, elle n'aura plus la possibilité de sortir en boîte, elle n'aura plus la possibilité de faire un certain nombre de choses. Mais je lui dirais que non. Parce que ma grand-mère, en grandissant, lorsque j'étais en 3e et que j'étais tentée de sortir la nuit avec les autres, je lui disais, Ambo, j'ai envie d'aller avec les autres, après la messe, on va sortir. Elle dit non. Quand tu vas grandir, tu vas sortir. Mais quand il va grandir, il serait à marier, je vais plus. Elle dit que non, au contraire, avec ton mari, tu pourras faire un certain nombre de choses. Donc, Marlène, qu'est-ce que je vais dire à Marlène? Si Marlène ne veut pas se marier et qu'elle veut juste avoir des enfants, qu'elle trouve un père, et il faut que les parents apprennent à respecter les décisions de leurs enfants. Respecter les décisions de vos enfants. Ce n'est pas parce que vous idéalisez le mariage que votre enfant forcément va le faire. Et bon, Mokla dit, tout le monde ne se marie pas dans les familles. Donc peut-être c'est Marlène qui sera le garçon de la famille qui va rester à la maison. Donc il faut que les parents l'acceptent. D'accord, donc il faut qu'elle s'explique. Non, écoutez. Pourquoi elle n'a pas besoin. Non, papa, je ne veux pas me marier. J'ai pas envie de me marier. Je ne sens pas le mariage, mais je vais faire les enfants, c'est tout. D'accord. En même temps, elle a 30 ans, elle est majeure. Elle fait les enfants qui s'occupent. Qui s'occupe de ses enfants? Qui ont l'éducation. Travailler. Qu'est-ce que vous mettez dans l'éducation? Où est la place du père à l'intérieur? Vous avez dit que les enfants qu'on fait à la maison sont les enfants du père, non? Non. Donc son père va gérer. C'est pas de manière automatique. Écoutez bien, justement, c'est cette désorganisation sociale. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Vous comprendrez beaucoup de choses. Le problème, c'est que la vie, de ce Fopoussi Negou l'a dit tout à l'heure, comment créer l'harmonie? Le problème n'est pas, la vie n'est pas de dire chacun pense ce qu'il veut. La vie, ce n'est pas 7 milliards de points de vue sur 7 milliards de personnes au monde. Puisque si on gère le monde entier avec 7 milliards de points de vue, conformément aux habitants du monde, on n'ira nulle part. La vie, c'est des communautés. Vous vous liez au réseau homosexuel, vous restez là-bas. Vous vous liez à tel réseau, vous restez. Vous ne pouvez pas être dans l'obédience islamique, vous y impliquez les idées judéo-chrétiennes, c'est que vous ne savez pas vivre. C'est ça le problème. Elle veut donc s'imposer. À ce moment, elle quitte le cercle familial
Elle devient américaine, elle reste là-bas, elle répond, personne ne lui dira rien. Mais elle sera confrontée au problème de la vie. Vous faites 3 enfants avec 3 pères différents. Elle ne sera pas la première. Ah voilà, elle ne sera pas la première. Mais quel problème? Elle peut s'entendre avec une personne pour le faire. Elle ne peut pas. Quel problème cela pose? Elle ne pose pas ce problème de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elle va un niveau, elle va laisser ses enfants. Vous avez 3 enfants qui ont 3 pères différents. Vous dites, mais moi j'ai fait ma vie. Et la vie de vos enfants, vous l'hypothéquez. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes une personne à bannir. Il y a des femmes qui se retrouvent avec des hommes qui leur font des enfants et qui partent sans que ce ne soit elles qui le veuillent. Ces enfants, en quoi? Est-ce qu'ils deviennent quoi? Alors, si on doit faire la vie comme ça, on doit comparer les accidents de la vie. Non, il n'y a pas d'accident. Ce ne sont pas des accidents. Vous prenez un cas, et c'est ce que cette jeune femme fait, c'est qu'elle a observé les mariages. D'abord, elle a quel élément d'appréciation des mariages dans le monde. C'est-à-dire qu'elle a vu 2, 3 cas. Donc ça prouve qu'elle-même, sa copine ça veut dire qu'elle-même, il me semble qu'elle n'a pas ces 2 neurones, parce que ce type de personne-là, faites attention, c'est une personne qui n'est pas réfléchie. Ah oui? Oui, je ne sais pas à quel niveau elle a. La réflexion, ça n'a rien à voir. Parce que elle vous dit qu'elle a observé 2, 3, 4, 5 cas. Dans son entourage. Et elle fait une conclusion sur ces 3 cas. Non mais attendez, ne lui demandez pas de venir voir comment M. Mbadjouja elle va aller en France faire l'observation et venir analyser ça ici. Je vais vous dire une chose. Oui, je vais vous dire une chose qui est tout à fait claire. Quand on veut prendre une décision sur une question, on ne part pas sur ce qu'on a vu tout de suite. On s'inspire des livres. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments. Et sa maman, je pense que c'est largement suffisant pour qu'elle en tire des conclusions. Il y a des couples ici, s'il vous plaît, il y a des couples ici qui élèvent des enfants de la mauvaise manière. C'est-à-dire que le père et la maman se parlent seulement quand ils sont dans la chambre, quand ils sont au salon avec les enfants, personne ne parle à l'autre. Quand on veut se parler, c'est pour insulter, c'est pour critiquer. Tu ne peux pas se voir encore comme ça, ainsi de suite. Vous pensez qu'un enfant qui n'a jamais grandi avec... Je peux vous dire... Vous pouvez pas forcer cette fille à se marier. Je peux vous dire que il y a même des personnes qui vivent dans des familles comme ça, qui font un très bon mariage. Très bon mariage. Parce que elle reproduit ce qu'on appelle en psychologie. Elle reproduit ce qu'on appelle en psychologie l'inverse de ce qu'elle a vécu. Vous parlez là de la psychologie. Ce n'est pas une règle applicable à tout le monde. C'est un principe de psychologie qui s'appelle à quelqu'un de particulier. Toutes les femmes, les filles qui ont grandi dans les foyers polygamiques, à problème lorsqu'elles ont sorti, elles ont tout fait sauf la polygamie. Elles n'ont pas fui le mariage. Monsieur, il faut pousser. On est dans une situation où cette fille même est une fille insoumise. Elle est même insoumise, monsieur Eric Fopoussi. Permettez-moi même d'ajouter posséder. Pourquoi posséder? Parce que, monsieur Eric Fopoussi, on s'inspire de la vie des parents. Ce n'est pas tous les jours que la vie de papa et de maman est de mauvaise odeur. Ce n'est pas tous les jours qu'on aime du mauvais parfum chez soi. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de joie, et c'est ce que la jeune fille intègre. Lorsque la jeune fille veut s'élever, c'est du devoir et du rôle de la maman de dire à la jeune fille, tout ce que tu vois là avec ton père, laisse, il faudrait que tu trouves un bon mari. Ton mari doit être comme ça posé, il doit être ceci. Je te souhaite, quand tu vas trouver l'homme, tu vas sentir. Elle n'a aucune expérience. Si elle avait dit qu'elle-même avait une expérience, elle n'a aucune expérience. C'est ce qui nous fait penser qu'elle a une orientation sexuelle différente. Faites un tour entre Raphaël, alors que sa maman commence à faire des tours dans alors moi, sincèrement, et c'est peut-être là la minute où je donne des indications, je dis il y a un complot international, et si on ne prend pas garde, notre espèce est en voie de disparition. Je vous ai dit, ici, je vais donner la comparaison, nous croyons très fort, alors qu'au final, nous ne sommes pas. Soyons un peu humbles à un moment donné. Je dis, l'humanité, il y a un complot pour asexualiser les êtres humains. Les gens et ceux qui ourdissent ce complot-là ne veulent plus qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes. C'est pourquoi, justement, des questions comme le mariage, s'ils pouvaient bannir ça du vocabulaire de l'humanité, ils le feraient sans sourciller. Donc, attention à ce qu'on fait, attention aux risques que nous prenons. Nous avons vécu des millénaires et des millénaires avec cette façon de faire, que les gens viennent aujourd'hui vouloir changer des choses multimillénaires. Attention à attention, parce que si on commence à dire le mariage c'est pas bien, le mariage c'est pas ci, c'est pas ça, parce que 2-3 personnes ont raté le mariage, alors tout le monde ne vous mariez pas.
Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette histoire de ce matin. Tout de suite, la colère du Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question des lieux de loisirs dans ce pays. Existe-t-il dans ce pays des lieux de loisirs? L'ensemble des formations politiques se préparent à compétir, histoire d'avoir qui un siège aux députations, qui un siège dans une mairie, disons-le trivialement. Combien sont-ils? Je dis, combien sont-ils ces jeunes qui ont dans leur profession, dans leur projet politique, intégré la notion de loisir, facteur essentiel au développement d'une commune d'arrondissement, d'une région, mieux d'un département? Où est-ce qu'un Camerounais peut-il se détendre, se réjouit allègrement dans ce pays, mieux, dans une ville comme celle de Douala? Comment comprendre que le Cameroun manque de tout pour ce qui est des lieux de loisirs? Pas de salle de concert, pas de bibliothèque, sauf sur du papier. Un musée national en perpétuelle rénovation, à se demander même quand il ouvre. Des salles de cinéma fermées, aucune salle sur l'ensemble du territoire. Elles se sont transformées en temples chrétiens, au pire en magasins de Chinois. Pas de stade de football, pas de salle de spectacle et j'en passe. La jeunesse n'a pour seule distraction que les jeux d'un autre genre, mis en place pour la bêtise plus que de la rendre intelligente, jouer pour gagner de l'argent. La jeunesse camerounaise n'a pour divertissement que des snack bars, boîtes de nuit, bars dans lesquels on commercialise la drogue sous toutes ses formes et j'en passe. La jeunesse n'a qu'un seul lieu de divertissement, les réseaux sociaux où l'on retrouve tout et tout pour le meilleur des mondes. Le Cameroun a privatisé tout, jusqu'à ses salles de cinéma, jusqu'à ses lieux de loisirs. On ne peut plus s'amuser. Désormais, le 2-0 se joue sur la chaussée tous les dimanches. En bas, un côté de la route, on installe les petits goals et on joue. Les usagers de la voie publique, ceux-là qui payent même des impôts pour cela, sont obligés de s'accommoder. Il n'y a aucune salle de cinéma ouverte au public au Cameroun. Vous voulez vous amuser, vous achetez vos appareils, vous installez dans vos bars, vous faites le cabaret à ciel matu vu. Celles qui existaient comme salles ont été fermées et depuis lors, même les films camerounais font du porte-à-porte. Et on est plus surpris de voir des jeunes Camerounais se balader maison par maison pour proposer des films. Remontons un peu à la vieille époque pour se souvenir que c'était couru. Alphonse Béni, à une certaine époque, on voulait le voir. Quels sont les lieux aptes à recevoir des enfants amoureux de la lecture? La situation des bibliothèques au Cameroun est plus que contrastée. Ainsi, la plupart des écoles primaires sont dépourvues de bibliothèques et l'argent officiellement affecté à ces tâches, c'est-à-dire 300 francs par élève, est largement utilisé par les chefs d'établissement à d'autres fins, tout comme les locaux de bibliothèques sont le plus souvent utilisés comme des salles de cours. La même situation prévaut peu ou prou pour les bibliothèques universitaires. Existe-t-il donc, en conclusion, des bibliothèques de qualité dans ce pays? Que non, non et non. La jeunesse est abandonnée à errer dans les abysses de la débauche des réseaux sociaux. Comment comprendre que les seules aires de jeu réservées aux 2-0 dans les quartiers soient bradées, littéralement pour la construction des appartements meublés? Rappelons-nous de ce qui s'était passé au stade de Sikam, où quelqu'un avait acheté le terrain et il voulait construire. C'est les populations et les jeunes qui s'y sont opposés. Quel est le rôle donc des communautés? La communauté urbaine, les communes? Point d'interrogation. Pour se divertir, les jeunes n'ont qu'un seul lieu, les centres culturels d'ailleurs. Mieux étrangers, jamais chez eux, parce que ça n'existe pas. C'est une question tout à fait importante. Ça me rappelle justement
que tout récemment, nous avions un débat sur comment les jeunes peuvent se divertir dans ce pays. On se remémorait ce qui se passait à une certaine période dans ce pays, avec la multiplication des aires de loisirs, mais également la possibilité pour ces jeunes-là de nourrir leur esprit, même quand ils se divertissent. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que ce qui est vu comme un divertissement pour nous, c'est des choses qui nous abrutissent. Et vous avez évoqué de manière très subtile la question des jeux de hasard. C'est devenu un vrai problème national pour ce pays. Mais également les réseaux sociaux qui, malheureusement, ne sont pas utilisés comme il faut, ne sont pas utilisés à bon escient. Et les conséquences sont tout à fait désastreuses pour cette jeunesse camerounaise qui, malheureusement, se trouve embrigadée, se trouve portée sur des sentiers très dangereux. Alors, bon, Bengan, sur cette question, d'ailleurs, c'est tellement d'actualité que nous parlons aussi de ces élections locales avec les mairies, parce que de nombreux candidats vont prendre d'assaut ces mairies-là, et il va falloir bien poser la question de l'aménagement des aires de loisirs, de l'aménagement des bibliothèques et tout ce qui concourt à faire en sorte que les jeunes s'épanouissent. Oui, Salamel a posé là un problème crucial dans l'épanouissement individuel. C'est ça justement, si vous regardez le comportement des jeunes aujourd'hui, même par rapport à l'histoire du jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a une génération qui ne sait pas ce qu'on appelle divertissement. Ils pensent donc que divertissement n'a rien à voir avec éducation. Oui. Ils pensent que non, c'est le problème. Ça commence dans le berceau de l'enfant. Quand un enfant, vous commencez à lui chanter des chansons pour le bercer, ce n'était pas des chansons, n'importe quelle chanson. Lorsque vous entrez à l'école, pourquoi on commence par les images? On vous raconte, on vous dit par exemple, Koulou la tortue et Luc le lièvre, voilà. L'enfant, c'est plus tard qu'il va comprendre. Et le drame, justement, c'est que même les lois de 2004 qui encadrent la décentralisation au Cameroun et même le décret d'application de 2008 intègrent bien ça. Même malheureusement, dans le déploiement des collectivités territoriales décentralisées, on ne pense pas à ça. Rien du tout. On pense plutôt à créer des stations-service, pour prendre des impôts, à créer des bars danser. Or, c'est une orientation de l'État global. Enfin, quand je parle d'État global, je parle de l'État centralisé, du gouvernement global du Cameroun, qui a commencé à détruire, parce qu'il faut voir comment ça a été détruit. Ça a été détruit par le fait que la loi de 77 interdit de construire des débits de boissons à côté des établissements scolaires. Mais on l'a fait. Et les autorités administratives ont délivré des licences d'exploitation des débits de boissons à côté des établissements. L'éducation même, le ministère... Il y avait les conséquences que l'on sait, parce qu'après, il ne suffit pas de dire qu'on a laissé construire, mais il faut dire aussi que les conséquences sur la jeunesse sont ce qu'on peut percevoir aujourd'hui, une jeunesse dépaysée, désaxée. Il y a un terme qui est tout à fait important à souligner, une jeunesse qui est hors sol, clairement, absolument. Qui est dans les nuages, qui est dans l'espace, qui ne comprend pas, qui n'a pas pied sur terre. Parce qu'en réalité, c'est des lieux où on boit beaucoup d'alcool, il faut dire la vérité, où les jeunes prennent du temps pour les drogues, les multiples drogues, les stupéfiants et autres. Donc, ça pose aussi là l'option que l'on a choisie, c'est de faire de l'argent, mais derrière cette option de faire de l'argent, on n'a pas suffisamment mesuré les conséquences désastreuses de tout ça. Mais tout à fait. Oui. L'État a cultivé la dépravation des mœurs. Vous regardez, le ministre en charge de l'éducation délivre les certificats comme les agréments d'exploitation sans avoir en leur sein les infrastructures qui développent les activités post et périscolaires. Comment les enfants, vous les voyez chercher les terrains où vont pratiquer les activités d'éducation physique et sportive. Or, ça devait être au sein des établissements scolaires. On ne le fait pas. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que on malmène, on malaxe tout. On vous dit, tout le monde doit ressembler à son Bahanaka et ton fils ou Anditap. Mais, au lieu qu'on encadre les enfants, peut-être les entraînements les après-midi, parce qu'il faut voir comment ça s'est déconstruit,
les enfants vont à l'école à 7 heures. Or, leurs homologues, eux, vont s'entraîner au moment où les autres vont en classe. Vous voyez donc, j'ai voulu prendre ça pour voir comment l'administration publique camerounaise et l'administration territoriale, qui n'exige pas que les mairies développent ces choses-là, que ce soit sur le sport, sur la culture avec les bibliothèques et tout, l'État central lui-même a détruit l'orchestre national, a détruit le théâtre national, a détruit les salles de cinéma et offre des agréments dans des établissements scolaires qui n'ont pas des infrastructures où on développe des activités pour ces périscolaires. Donc, c'est tout un ensemble qui fait que l'enfant, aujourd'hui, il sort de la maison, quand il arrive, il déambule. Il déambule et ça, du moins, il a l'embarras. Du moins, il a l'embarras du choix des bars qui se proposent et des kiosques à jeux. Et les kiosques à jeux, absolument. Voilà. Oui. Justement, c'est depuis 1994 on est devenu République du Djambo. Oui. Donc, les jeux partout. Partout. Bon, quand maman l'envoie là, il va faire ses jeux et après il dit maman, l'argent est perdu. Ainsi de suite. Vous voyez comment ça développe, et vous avez raison de le dire, là, ça développe la déviance totale. Tout à fait. Et avec la puberté, donc, ça donne, ou bien à Neubel, on vous dit que il y a les jeux d'enfants de 14 ans qu'on appelle soit les fourmis ou les mouches, bon, les abeilles. Voilà, vous voyez, ça développe des Dominique Audrey, je pose la question parce que après, il faut bien qu'on se dise certaines choses sur les questions, parce que lorsqu'on va évoquer ici le divertissement et les aires de distraction de la jeunesse en termes d'épanouissement, on va surtout conclure que dans ce Cameroun, les Camerounais ne lisent pas. La lecture n'est pas la chose du monde la mieux partagée des Camerounais. Il me semble qu'on a une responsabilité vis-à-vis de notre jeunesse, parce qu'il me semble aussi important que nous avons grandi dans un registre où lire était un plaisir, où lire était un plaisir. Je continue à le dire, lire était un plaisir, et en jouissant au sens propre du terme de la lecture, nous apprenions. C'est ça qui est quand même intéressant. Voilà, ça veut dire que on a commencé d'abord tout petit à lire les bandes dessinées, des dessins. Voilà, Blake et autres. On a évolué avec les contes de Mille et Une Nuits, tous les tomes, on a avalé tous les tomes et tout ça. Après, c'est devenu les Harlequins et tout ce que les légers lui et tout ça, nous en raffolions. Un peu plus grand, nous lisions les Sas de Gérard de Villiers. Donc ça permettait qu'on s'occupait et on ne se rendait pas compte que justement on peut errer de part et d'autre. Donc c'est une question centrale aujourd'hui. Peut-être que les parents ont aussi leurs responsabilités. Je me pose juste la question. Les parents, oui, ont leur responsabilité. Et hier, j'y pensais pendant que je travaillais. Je me suis rendu compte que je ne lisais plus du tout. Ça, c'est à cause d'Internet, parce qu'on se dit, bon, on va télécharger le truc en PDF, ce sera facile à lire, facile à transporter, mais que non. Parce que lorsque vous avez votre portable, vous êtes en train de lire, pam, un message Facebook arrive. Et dès que vous avez ouvert le message, ça s'enchaîne, ça continue. La lecture... Un conseil, parce que moi, j'ai connu ça parce que j'ai beaucoup de livres électroniques. Oui. Désormais, quand je veux lire un livre, je mets mon téléphone en mode avion. Donc, oui. Téléphone en mode avion, je termine de lire tout le livre avant de te reconnecter. Bien sûr, parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas terminer un livre. C'est ce que j'ai fait avec, d'ailleurs, Wilfried Eklanga et son livre Tu dois t'impliquer. Quand j'ai pris ce livre-là, je l'ai lu en près d'une journée. Il me dit, mais tu as pu lire ça en une journée? Il dit, mais oui, quand je me concentre pour lire un livre, je le lis vraiment. Ça veut dire à un moment donné, pourquoi se donner à une lecture alors qu'on ne va pas la terminer? La lecture, elle était très passionnante. Oui. Et le mal, c'est que même dans les établissements scolaires, lorsque l'enseignant vous envoie faire des recherches, il ne vous envoie plus à la bibliothèque. Il vous dit, vous allez aller taper sur Internet, vous allez chercher. Pourtant, bien qu'avec Internet, il y a une certaine évolution au niveau des recherches, on se dit quand même que dans les livres, il y a quand même une part d'informations à retrouver. Donc, les enseignants, dans une certaine mesure, peuvent permettre que les élèves renouent avec le livre. Le problème des loisirs aujourd'hui,
pour moi, les communes ont leur part de responsabilité là-dedans. Parce que ça ne commence pas seulement avec la jeunesse, même avec les enfants, ça commence là. On le voit dans d'autres pays, à l'étranger, en France par exemple, c'est la période des fêtes. Dans des reportages qu'on vous présente, vous voyez des gens qui voyagent de partout pour aller sur des sites d'attraction qu'on a aménagés. En dehors de l'aspect loisir, il y a également de l'économie qu'on peut faire avec ces espaces de loisirs là qui peuvent être des sites touristiques. Nous en avons énormément au Cameroun. Les loisirs, ça touche le physique. Parce qu'on peut avoir des loisirs sportifs, ça touche également le psychique, ça touche l'éducation, parce qu'on forme les masses, on apprend aux enfants le respect des règles. À une certaine époque, on avait le manège et tout, mais ce n'est plus trop ça, Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de se lancer dans tout et n'importe quoi. Moi, j'ai jamais assisté à un théâtre. Je ne sais pas comment le théâtre se passe. Aujourd'hui, c'est simplement avec les retransmissions qu'on voit. Donc, mon petit frère de 18 ans ne peut pas imaginer comment ça se passe. En quoi est-ce que ça consiste. Et c'est mal parce qu'on pouvait... Et c'est dommage parce que quand on parle de théâtre, la dernière fois qu'il y a eu justement une compétition de théâtre médiatisée au Cameroun, ça a été l'œuvre d'un pays étranger au Cameroun, malheureusement, et ça me paraît quand même tout à fait quand même grossier que ces pays étrangers-là viennent récupérer nos artistes comédiens et de leur permettre d'avoir une visibilité à l'échelle nationale. Et pourtant, nous pourrions, dans ce pays, justement, permettre, avec notre longue tradition d'hommes de théâtre dans ce pays, on aurait pu, clairement, continuer à valoriser ces gens-là. Multiplier les musées, parce qu'on a de quoi fournir les musées, organiser des visites. Moi, je ne suis jamais entrée à l'ancien palais présidentiel. Pourtant, j'ai toujours vécu à Yaoundé. Oui, désormais le musée national. Le musée national. On aurait pu multiplier ça. Est-ce que vous savez que les échecs, c'est un sport? Je ne sais pas si ce sont les échecs. C'est une compétition. Il y a des compétitions. Mais combien de personnes savent que c'est un sport? Ça, le damier et au-delà. Peu de personnes le savent. Donc, il faudrait qu'on essaye de ramener les jeunes. Ramener parce que vraiment, la jeunesse, elle est en train de se perdre. Oui, c'est clair. Parce qu'après, il faut dire aussi qu'il y avait également des mouvements associatifs. Je ne sais pas à quel niveau nous en sommes aujourd'hui. Nous avons été des scouts. Nous étions jeunes. Nous faisions des excursions. En tant que scout, mais je vous dis que on a eu une jeunesse joyeuse, heureuse, je sais pas, moi je pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce pays? Bon sang, qu'est-ce qui est arrivé à ce pays? Parce que vous voyez très bien que l'architecture du divertissement, de l'occupation des jeunes s'est complètement effondrée au Cameroun. Là encore, je regardais avec beaucoup de nostalgie le cinéma théâtre, le cinéma théâtre aussi, à Bia. Je me disais, mais comment se fait-il que ces choses-là nous sont parties? À l'époque, c'était des choses que nous rêvions, nous étions c'est quand même terrible ce qui nous arrive dans ce pays, et ça montre que nous sommes vraiment tombés très très bas. Alors, quelle est votre lecture, Garine Sanchez, sur cette question? Si vous voulez parler de lecture, sachez que si vous voulez être best-seller au Cameroun, parlez de sexe dans vos livres. Donc, si dans vos livres, on fait des descriptions des pratiques sexuelles, vous allez être très très bon, vous allez être un best-seller. Dans un autre sens, lorsque on parle de loisirs, je me rappelle lorsque j'étais toute petite, je regardais des dessins animés dans une chaîne américaine et il y avait beaucoup de dessins animés sur Central Park. Et j'avais découvert que c'était un espace de loisirs aimé, chéri par les Américains. À un moment donné, on parlait de la vente de ce parc-là. Il y avait une vague de dessins animés où on vous parlait de la vente de Central Park, où un investisseur veut construire des hôtels et tout, ce sera aménagé. Et vous avez vu que toute la ville s'est levée pour empêcher que cet espace-là ne soit transformé en espace commercial. Parce qu'on voulait faire tout un centre commercial là-bas, mais toute la ville s'est levée pour dire non, on ne veut pas de ça. On veut que notre Central Park reste ce Central Park. Et au Cameroun, on n'en a même pas, donc on ne peut pas se battre pour ça. On n'a pas d'espace pour se distraire, alors qu'on est dans une ville qui est balnéaire.
On est tout près de l'eau. On n'a pas un espace qui nous rapproche de l'eau où on peut ne serait-ce qu'aller se reposer de temps en temps. On est dans la ville de Douala et on a quand même un délégué du gouvernement qui nous parle de ville verte et tout ce qu'il peut faire, c'est mettre dans des carrefours des espaces verts qu'on ne comprend pas trop à quoi ça sert. Tout ce que nous avons... D'ailleurs, permettez-moi de dire que la base navale qui était, on va dire à l'époque, un haut lieu de divertissement... Ah oui, avec son vent. Elle est en train de perdre son mythe. Le mythe de la base navale est en train de s'effriter. Les industries sont en train de gâter l'eau, de détruire l'eau qui est... Il me souvient que dans ce pays, à un moment donné, quand on disait qu'on va à la base navale, c'était comme si on allait... Le lieu par excellence. C'est comme si on allait hors du Cameroun, en fait. C'était comme si on sortait du pays, en réalité. Oui. Oui, et ajouter à cela quand même, il y a des endroits à Douala qui ne sont pas exploités. Vraiment pas du tout. Il y a un endroit en Bangui que j'ai découvert tout récemment où les gens font parfois la pêche qui m'a beaucoup intéressé. Mais si on avait des maires capables de développer ne serait-ce que leurs espaces de loisirs, on aurait pu utiliser cet endroit-là, ne serait-ce que pour se récréer. On a quand même des ministres qui peuvent aller faire des vacances à l'étranger, qui peuvent se payer des vacances en Chine, en Inde, partout, visiter des caravanes, assister à des caravanes, des cérémonies nationales, voir comment les gens défilent au Mexique et tout. Mais chez nous, c'est pas possible. Moindre caravane dans la ville, bouchon. Vous voyez que même si on développe ces espaces de loisirs-là, les Camerounais ne pourront même plus y aller parce qu'on n'a plus la culture de la distraction en journée. On préfère se distraire la nuit. Alors, moi, sincèrement, cette question me permet moi aussi d'insister sur Chalamel, on va reprendre tout à l'heure, me permet d'insister sur la lecture. Il me semble que la priorité des priorités pour ce pays, c'est de faire en sorte de multiplier des bibliothèques et de les approvisionner avec des livres qui pourraient permettre à nos jeunes, aux enfants camerounais de grandir avec voilà, une formation d'esprit, mais avec aussi un divertissement propre et sain. Il me semble aussi que sur le plan du numérique, il peut y avoir des plateformes qu'on va créer parce qu'il faut aussi que les gens comprennent ça. Il faut aussi qu'on s'arrange justement à arrimer tout cela sur des plateformes numériques qui permettent aux jeunes qui sont sur Facebook, qui sont sur WhatsApp, de pourquoi pas avoir la possibilité d'entrer dans une des plateformes qui soit ouverte à ces jeunes-là pour justement lire des livres, grandir, se faire plaisir. Et je pense qu'avec ça, on va peut-être réduire le nombre de drogues, le nombre d'alcool qu'ingurgitent les jeunes, le nombre de bars qu'il y a au Cameroun et tout ce qui se passe dans ce pays parce que c'est malsain. Si on continue comme ça, on va être à la traîne parce que ce qui est important de souligner, c'est que les Camerounais ne sont pas en compétition avec les Camerounais. Nous sommes en compétition avec les Coréens parce que pendant que nous sommes en train de boire au bar à 10 ans, pendant qu'on prend de la drogue à 10 ans, pendant que l'on fait tout ce qu'on fait là à 10 ans, le jeune sud-coréen de 10 ans est en train de fabriquer la prochaine application je sais pas, d'un smartphone ou bien une nouvelle application. Donc il faut clairement qu'on se mette dans ce registre-là pour pouvoir tenir la concurrence internationale. Alors, madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous, puisqu'en deuxième partie, il y a... Le génocide qui a frappé. Il y a le lieu de la création. Il y a le lieu de la création où les jeunes vont se retrouver. Ça ressemble aux pyramides, permettez-moi, au temple de la Grèce antique, monsieur Eric Fopoussi, où les gens vont s'asseoir. C'est réservé aux écrivains, c'est réservé à ceux qui veulent penser. Lorsque vous allez à l'ancien Zaïre, M. Eric Fopoussi, dans l'ancien Zaïre, au RDC Congo, Kinshasa, M. Eric Fopoussi, il y a un espace de la création, c'est un lieu aménagé par les différentes communes où les jeunes créateurs de musique vont s'essayer. Il y a des musiciens qui sont là, qui sont payés. Vous venez vous asseoir avec la guitare, vous vous essayez à jouer. Il y a des gens qui vous accompagnent. Si c'est bon, on retient, on enregistre et c'est comme ça que les gens sont primés. Revenons donc au Cameroun et dites-moi, si vous avez un jeune créateur qui a l'esprit de vouloir faire ne serait-ce que le slam, essayer de faire le slam, ou essayer au R&B, essayer, je ne sais pas moi, au Makossa, il commence où? Dans quel cabaret? Vous allez me parler des cabarets. Où? Quel est le lieu aménagé pour qu'il puisse s'initier à la connaissance, ne serait-ce que de la partition, M. Eric Fopoussi? Ce n'est que les centres culturels d'ailleurs. La preuve, quand vous parlez de Valérie Ndogo, quand vous parlez de Major AC, vous parlez de X, ce sont des enfants qui sont passés dans un seul lieu, un lieu connu de tout le monde.
Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle, on parle du centre culturel camerounais, c'était créé dans les années 1970. On a eu le théâtre national, on a eu le ballet national, on a eu des gens comme Essindi Mindja, on a eu des gens comme Amadou Djoker, on a eu des gens comme Messi Martin, ils sont plusieurs qui sont passés à Issy-le-Duc, qui sont passés par là et qui ont pu démontrer, M. Eric Fopoussi. Baladez-vous dans les quartiers. À quoi, si vous voulez vous divertir, à lire, à quoi vous lisez où, à quoi, si vous voulez vous détendre, jouer, à quoi vous jouez où, M. Eric Fopoussi. On nous a dit, vous avez les complexes multisports. Allez dans Warda. Le complexe multisport est un lieu pour les meetings politiques. C'est un lieu où on joue le basket. C'est un lieu, finalement, on fait des rencontres internationales. Vous vous demandez, ça sert finalement à quoi? Le Cameroun n'a rien en termes d'espace de divertissement. Quand vous avez des grandiosités, permettez-moi de parler trivialement, comme Manu Dibango, comme Richard Bona, comme Were Liking, j'ai bien envie de me demander, j'ai fait un tour il n'y a pas longtemps au Musée National, M. Eric Fopoussi, je suis entré au Musée National, j'ai fouillé les premiers titres de Manu Dibango, j'ai fouillé les premiers titres, M. Eric Fopoussi, de Richard Bona, je me suis essayé même à poser au conservateur du musée, mais dites-moi, je voulais bien retrouver la première tenue de scène de Cambi Briand. Il m'a dit, vous posez quel genre de questions comme ça? Quel genre de questions? On devait avoir des musées de la musique, les musées folkloriques. On devait avoir des lieux de divertissement. Quand vous voulez vous divertir, c'est à la douche. C'est à la douche où les gars vont se filmer, M. Eric Fopoussi. C'est là on va prendre. Douala Premier, le maire de Douala Premier passe le temps à gueuler, enfin l'ex, parce qu'il est en compétition. Il passait le temps à gueuler, enfin il est en compétition. Le maire sortant, hein, c'est mieux. Mais je dis l'ex-maire, M. Eric Fopoussi. Non, c'est le maire sortant. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne, ça c'est dans votre langage. Non, mais il est encore maire jusqu'à ce que... Ils sont en compétition, dans tous les cas. On a déjà lancé, ils sont en compétition. Donc je disais à M. Eric Fopoussi qu'on a l'endroit, le lieu où on a pendu M. Eric Fopoussi. On a pendu Douala Mangabel. Ce lieu est mort. Vous passez même au niveau de la tombe où des gens se battent chaque année à aller faire ce qu'on appelle commémorer l'anniversaire. Quand vous faites un tour en Chine, quand vous faites un tour en Corée, quand vous faites un tour dans toutes ces zones, M. Eric Fopoussi, on vous parle d'un Chiang Kai-shek, vous retrouvez les traces de ce Chiang Kai-shek. On vous parle d'un Confucius, vous retrouvez le mausolée. Vous avez la possibilité, tout est respecté. Un pays qui n'a pas de repère est un pays mort. Et nous sommes morts, M. Eric Fopoussi, parce que dimanche, à quoi vous ne circulez pas à quoi dimanche, toutes les rues sont barrées. Devant bénéficiaire, sans publicité, c'est barré, M. Eric Fopoussi. Sur les différents rues, les rues Mermoz, c'est barré. Les enfants sont en train de jouer le football. Les enfants jouent le football. Ah, quoi? Oui, mais c'est la rue, oui, effectivement. D'accord. Non, c'est une question rhétorique. Bon, pas. Alors, on va lire quelques messages, Karine. Laissez cette fille tranquille. Quand elle tombera vraiment amoureuse, la mémoire sera scannée. Ah, c'est Etchemo Landry qui nous écrit sur la page Facebook. Cette jeune Si vous imaginez ce à quoi je pense, allez-y rapidement. Cette jeune fille souffre d'une mauvaise perception du mariage liée à une observation très sommaire des cas vus et entendus dans son entourage. Serge Pouna. Je voudrais dire à cette fille que, 2 points, si elle veut fuir les douleurs de la vie, qu'elle sache qu'en même temps, elle s'éloigne des plaisirs de la vie. Le plaisir que le célibat donne est proportionnel à ses douleurs. Dans cette vie de plus, tu fuis les douleurs en refusant de prendre la vie en courageuse. De plus, tu seras misérable, ma sœur. Ça, c'est un message de Koulania Fabrice sur la page Facebook. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent écrire, ils doivent désormais écrire sur la page Facebook. Oui, il faut leur dire. Oui, mais écoutez, vous n'avez pas, ils savent comme... Non, il faut le préciser, M. Il faut aussi, parce qu'ils peuvent se précipiter à écrire sur la... et qu'ils savent. Voilà. D'accord, Charles Hamel, vous pouvez nous écrire, madame, monsieur, comme le dit Charles Hamel, sur la page Facebook 10 12 le Zénith tel que c'est écrit à votre écran sur Facebook. On va avec vous, Karine Sotia, basculer sur la revue des réseaux sociaux. Oui, monsieur Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce matin, on a 3 sujets. Le premier sujet concerne les affiches publicitaires grossières au Cameroun. Les travaux d'une affiche située à la vallée Bessengue ont rendu difficile la circulation de ce tronçon très tôt ce matin, des embouteillages. Et jusqu'à présent, les travaux continuent. C'est vrai que les camions qui étaient garés là entre 5h30 et 6h ont été enlevés. Oui.
D'accord. Oh, bah, écoutez, c'est grave parce que ce matin, nous avons évoqué cette question et nous disions que dans ce pays, à un moment donné, on doit s'arranger à ce que les choses soient faites comme ça doit l'être. Vous savez que ce type de panneaux publicitaires n'existe plus ailleurs au monde. Dans les pays sérieux, ils ont banni ce type de panneaux publicitaires qui, on va dire, traverse la route, comme on voit est tout au long de la route, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les travaux qui ont été menés ce matin font suite à un camion justement qui a percuté ce panneau, oui, qui a percuté, et imaginez-vous ce que ça aurait fait si ça s'était effondré et qu'il y avait des Camerounais là, ça aurait été un carnage total. Donc, il y a une première chose. Deuxième chose, ce n'est pas qu'à Bessengue qui a ça. Il y a également ça à Bonamoussa du Sable, juste avant le rond-point Maïtur. Ils ont installé une espèce de long panneau publicitaire qui traverse une route large de 10 mètres. C'est grave, c'est très large. Et rien, il n'y a pas 3 pieds, c'est 2 pieds. Oui, il n'y a pas 3 pieds. C'est ça justement qui est le plus. C'est ça qui est le plus dangereux parce que ceux qui passeront là-bas, essaient d'observer au milieu. Le milieu est en train de s'affaisser un tout petit peu là-bas aussi à Bonamoussa dit. Donc attention, alerte. C'est sauvage. C'est sauvage. Je veux dire une vie. Ça veut dire que c'est barbare parce que ça veut dire qu'un véhicule qui est plus haut que ça ne passera pas ici, ne passera pas là. Qu'on mette les panneaux au bas côté de la route comme on le voit ailleurs. D'abord, Began, c'est quand même terrible que dans ce pays, c'est quand même dommage que dans ce pays, l'on a soit à subir ce type de choses. Monsieur Foposi Negou, l'argent rend fou. Quand on se met à chercher l'argent, on devient fou. Uniquement l'argent. De la même manière, quand on s'engage dans le sexe, l'alcool, on devient fou. On ne réfléchit plus. C'est ce qui arrive à nos autorités, qu'elles me le permettent. Je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on parlait de ces enfants qui vont aux entraînements de football à 7h30 lorsque leurs camarades vont à l'école. Et on aboutit à des situations. Quand c'est fait exprès, ça veut dire qu'il y a une mission savamment montée pour vous détruire, pour vous tuer, pour vous assassiner. Oui. Parce que vous ne pouvez pas, même si on barre, c'est d'ailleurs, comment vous avez utilisé le mot barbare. C'est lié, regardez comment on construit les ronds-points. Quand tu rond-point des dos, Bessengue, là-bas Carrefour des billes. Nelson Mandela, Carrefour des billes. Ou Borne 10. Tout est barbare parce que l'argent rend fou. On ne réfléchit plus. Là, au Carrefour Saint-Michel, ils ont construit. Mais ce pays-ci, quand même, c'est terrible. Ils ont construit un rond-point là-bas. Hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'était un carrefour ouvert? Ils ont installé un rond-point. Permettez-moi de prendre juste une parenthèse. J'ai vu ça hier et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont installé un rond-point au Carrefour Saint-Michel, là. Juste en face du Carrefour Saint-Michel, parce que je fais comme si tout le monde connaît. Carrefour Saint-Michel, mais c'est grave. Et du coup, ça devient un axe supplémentaire de bouchons d'embouteillage de ce côté-là. Absolument. Oui. C'est ça qui amène donc d'autres gens à pratiquer la politique d'embuscade. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train d'espionner vos citoyens en leur disant « Je vais les tuer où? Qu'est-ce qui peut m'amener à tuer les citoyens dans ma ville ?» Donc, on a bien envie que le délégué de gouvernement et la communauté urbaine cherchent de l'argent. Mais lorsque ça devient fou, c'est mauvais. Donc en fait, est-ce que le fait d'avoir de l'argent vous demande de vendre les gens? Je n'arrive pas à comprendre la psychologie. Beau verbe employé. Vendre les gens. Oui, vendre les gens. Je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire, la ville est d'abord sous forme de distraction. Vous avez, on répare par les poteaux électriques, les fils pendent et tout et tout. Et en plus, on vient à rajouter avec les panneaux publicitaires barbares. Et grossiers. Grossiers, barbares. On ne sait même pas à quelle distance. Parce que quand vous porte-char passe, quand un camion porte un conteneur de 40 pieds, donc on oublie même de mesurer
la hauteur que ça peut faire. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que nos autorités sont devenues folles. D'accord. Charles Hamel, sur ces panneaux, vous avez vous aussi constaté les dégâts? Monsieur Eric Fopoussi, en date, ou plus précisément au mois d'août à septembre, octobre plus précisément, je m'étais interrogé sur ces panneaux lumineux, monsieur Eric Fopoussi. J'avais posé la question de savoir quel est le rôle de ces différents panneaux à ces endroits précis, monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on sait qu'il y a des choses qui sont interdites au volant, notamment le téléphone, l'utilisation du téléphone portable, de tout objet pouvant nous distraire, et encore plus ces différents panneaux lumineux, ces différentes enseignes qui ont des couleurs qui attirent, avec des pixels qui attirent. On a eu déjà au niveau du rond-point de feu rouge plusieurs accidents dus à cela. J'ai bien envie de demander à monsieur Tonin, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de l'éclairage public? Non, excusez-moi, je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de l'éclairage public pour que les villes ne soient pas éclairées, mais éclairées par des panneaux lumineux? Non, posez la question de savoir, cette question, où va l'argent qu'il récolte sur ces panneaux publicitaires? Parce qu'il y a c'est quand même beaucoup d'argent. C'est la même question que j'ai posée, monsieur, il faut que vous l'avez reformulée. Oui, mais oui, pourquoi? Le panneau de Bessengue, puisqu'il s'agit de lui, est tout ce qu'il y a de plus sauvage, de plus barbare et de plus primitif qui existe, monsieur Eric Fopoussi, en termes de publicité. Disons-le, c'est le plus barbare et le plus primitif qui existe. Monsieur Tonin voyage beaucoup. Il est rarement dans son bureau. S'il n'est pas à Chypre, il est en Cascarotte. S'il n'est pas en Cascarotte, il est au Qatar. Il n'est pas au Qatar, il est au Burkina Faso. Il voyage beaucoup. Mais je pense qu'il devait s'inspirer. Ce n'est pas une insulte, attention, il devait s'inspirer de ce qu'il voit, monsieur Eric Fopoussi, dans ces différents pays pour venir adapter cette chirurgie à Douala. Regardez à quoi ressemble. Lorsque vous êtes au sommet... C'est une mauvaise chirurgie, quand même. Non, c'est une mauvaise... On oublie le bistouri à l'intérieur des ventres. On oublie les matériels dans le ventre. Mais regardez, quand vous placez au niveau du sommet de côte, monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe parce que vous avez une grosse barre, vous avez une publicité sauvage qui est devant vous. Vous devez prendre, l'œil est curieux, vous allez prendre le temps de regarder. Est-ce que ça avance devant moi? Ça avance quand vous aurez envie de racler. Voilà un camion qui est passé à côté près de faire de créer un incendie. S'il était, un désastre, s'il était passé avec une violence extrême et que tout s'était écroulé sur 2 ou 3 voitures, qu'aurait-on dit, monsieur Eric Fopoussi? Je pense qu'il faut bien être cupide, mais éviter d'avoir une cupidité, monsieur Eric Fopoussi, extravagante, parce que ça donne... Est-ce que vous avez vu celui qui est au niveau de Bonamou Sadi à Sable? J'ai vu ce qu'il y a à Bonamou Sadi. Il n'y a pas un troisième, un pilier au milieu qui soutienne, hein, et c'est plus, large que celui-ci. Ça veut dire que à Bonamou Sadi, comme la voie, il n'y a pas de terre-plein sur le double sens de Bonamou Sadi, donc ils n'ont pas pu avoir le troisième pilier, le troisième soutien là-bas, comme on peut le voir ici. Donc ils ont fait en sorte là-bas de faire que ça traverse la route totalement sur toute la voie de 10 mètres. Totalement sur 10 mètres, c'est vraiment petit, c'est près de 15 mètres. C'est près de 15 mètres. Et vous sentez qu'au milieu, ça commence à s'affaisser. Ça commence, oui. Vous le voyez, non, vous n'avez pas besoin de même ici, déjà, regardez, c'est littéralement affaissé, ce n'est plus rectiligne, monsieur les parce que, je veux dire que pour ce qui est à Bonamou, c'est grave. Ça commence à s'affaisser. Non, à un moment donné, quand même, on doit le comprendre. Il peut mettre ses panneaux comme il veut, mais au bas côté de la route. C'est tout. Au bas côté, s'il veut, il prend, mais plus que la ville lui appartient, il prend même 50 mètres au bas côté, il met ses panneaux, ça ne va déranger personne. Mais comment se fait-il mettre un panneau qui traverse toute la route, et on n'imagine pas qu'il peut y avoir des voitures qui viennent là se percuter là et créer des incidents terribles sur la voie publique. Quels sont les garde-fous? Sur les chaussées. Les garde-fous même qu'on a essayé, les protections qu'on a essayé de prévoir pour cela. Non, j'estime que M. Eric Fopoussi, nous sommes dans la République de quoi va me faire. Nous sommes dans la République de l'oublistan qui peut me faire quoi. Je fais ce que je fais. C'est la raison pour laquelle tous les cris que nous lançons ici chaque jour à l'endroit des autorités de la ville, de la planification de la ville, de l'urbanisation de la ville, toutes les fois nous crions, nous décrions à travers le système, on a l'impression que c'est des gars qui ont des cotons dans les oreilles. Sinon, M. Eric Fopoussi, c'est une question qui serait dans l'éclairage public dans la ville de Douala, qui est né aussi, si
la communauté urbaine n'est pas capable de nous donner, il faudrait que Néo mette à disposition, qu'on sache véritablement, parce qu'on a l'impression toutes les artères sont dans le noir. Toutes les artères sont dans le noir, monsieur Eric Fopoussi. Toutes les artères. Oui. Vous vous retrouvez à un feu, vous vous retrouvez à un carrefour où vous avez un panneau qui brille, qui vous envoie des reflets. Mais attendez, monsieur Eric Fopoussi. Dominique Oreille, sur cette question. J'ai pas grand chose à dire, juste que moi je vois plus les gens qui peuvent être morts, qui auraient pu mourir. Parce que le moto-taximan qui m'a porté ce matin m'a fait savoir que c'était totalement plié. Et moi, ce matin, j'ai vu des gens qui étaient en train de raccommoder un truc. Un truc là, c'était 2 personnes simplement qui étaient en train de mettre ce ciment, je sais pas trop quoi. Est-ce que ça va tenir? Quand on sait qu'il y a des moto-taximans qui passent, c'est quoi le terre-plein? Vous avez le terre-plein. Oui, qui circulent là tout le temps. Est-ce qu'on évalue les risques de toutes les personnes qui peuvent... Parce que visiblement ici dans notre cher et beau pays, on attend d'abord qu'il y ait des morts, que les gens se soulèvent et qu'on vienne vous dire de chanter après, qu'on vienne vous calmer après. Mais jamais on ne prend les précautions, jamais on anticipe sur ce qui peut arriver. Il n'y a personne au-dessus de ce monsieur... de monsieur Tonnet, il n'y a personne au-dessus. Le ministre, son ministre même de tutelle. Non, il n'y a celui qui l'a nommé. Ce n'est pas celui qui l'a nommé. Il n'y a personne. Parce que le ministre lui a dit des choses, il n'a pas respecté. Même le président Paul Biya n'est pas au-dessus de lui. Il a piétiné les lois. Non, mais rien ne lui est arrivé. Ça, c'est un complot que vous faites. Il a piétiné les lois. Il est censé les délégués personnels, c'est qui est contre la loi. Il ne laisse pas. Vous ne lui rendez pas service. La justice. Pleinement leur faveur. Vous ne lui rendez pas justice. Même le président Biya doit avoir des forces, doit encore aller en stage bloqué pour venir affronter le docteur Tonnet. D'accord. Il ne va pas en stage bloqué. Bien sûr, allez voir l'endroit où Mbopi. À l'endroit où Mbopi, là où il y a incendie, monsieur. C'est pourquoi il ne faut pas en parler. Là où il y a incendie à Mbopi, il a donné l'instruction que personne ne reconstruit là-bas. C'est là on va venir construire les transformateurs énergétiques pour donner la lumière. On va reverser dans une des structures qui va reverser à Néo. Mais c'est ça, c'est ce pays, c'est le quoi va me faire. Le quoi va me faire. Je suis ici. D'accord, ok, c'est mon héritage. Merci. Donc, écoutez, moi, sincèrement, il faut pas non plus. ça vire à des choses. Non, c'est vrai, non? Non. On ne peut pas dire sur ce plateau qu'il se croit supérieur au plan public. Ou bien qu'il est supérieur au plan public. Non, personne ne l'a dit. Ça peut pas lui rendre service. Monsieur Eric Fopoussi, vous cautionnez ce qui se passe à la vallée Bessengue? Non, arrête. Non, mais j'ai commencé par... d'accord. Alors, Karine, on va poursuivre. On parle cette fois de cet élève régulièrement inscrit au lycée technique de Nkomo qui s'est retrouvé au lycée bilingue d'Ekounou à Yaoundé, surpris en train de commercialiser de la drogue dans l'enceinte de cet établissement. À présent, il est au commissariat du 14e avec ses parents et ses complices qu'il a lui-même dénoncés. Le Cameroun, hein, on sort vraiment. Dans ce pays, quand on veut se calmer, il y a toujours quelque chose qui vient nous révolter. Vraiment, dans un établissement, bon, Bengal, je veux dire, comment est-ce que les gens réussissent? Et d'ailleurs, je me rappelle que j'ai... Allez, c'est bon, Bengal, votre commentaire. Non, c'est pour ça que j'interpelle toujours mes 2 filles qui sont sur le plateau. Il y a un type de langage qu'on n'utilise pas. Et ces enfants sont coutumiers de ce type de langage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je pense, est-ce qu'il est interdit aux gens de penser comme ils veulent? Est-ce que tout le monde est libre de faire? Justement, tout le monde est donc libre de faire ce qu'il veut. On va aboutir au fait que si on vendait les armes, un enfant de 9 ans peut prendre une arme et assassiner ses camarades parce qu'il est libre. Et si tout le monde est libre, c'est ce genre de langage qu'il ne faut pas utiliser. Lorsqu'un pays des citoyens d'un pays commencent à utiliser ce type de langage, on vous dit que le pays est au sol, le pays est à terre. Effectivement, ce qui se passe là-bas à Kounou, ça s'est fait cette semaine à Deido. Le proviseur du lycée Deido a attrapé aussi les enfants qui venaient avec la drogue au lycée. Elle a réussi à mettre la main sur eux parce qu'elle a mis en place un service de sécurité qui a arrêté ça. Et un autre qui a volé le couteau d'une vendeuse là, quand elles sont là, elle lui fait le pain pour un autre vole le couteau, voulait aller poignarder, mais le service de sécurité, vous voyez, ces choses là, ce type de choses commencent où? Commence par
des pratiques, j'allais dire, ancestraux qu'on n'a pas pu régler dans la famille. Parce que quand on vous le dit, vous ne comprendrez pas. Il y a eu dans certaines familles des malédictions, des morts accidentelles qu'on n'a pas jugulées. Parce que lorsqu'on vous dit quelqu'un est tombé d'un arbre, quelqu'un a eu un accident de circulation, il a eu noyade ou pendaison, on doit interroger ce type de famille. Et si vous allez bien regarder l'antériorité de ces enfants, vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans ces choses-là. Et oui. Malheureusement, il faut Dominique Oui, je crois que toutes les fois où, je parle pour moi, toutes les fois où je dis que chacun est libre de faire ses choix, je parle des personnes matures. Et c'est dans un contexte... C'est dans un contexte bien précis. Parce que moi, j'ai entendu que... On va repartir sur un débat. Non, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est non plus une réponse. Je préfère que les choses soient... Parce qu'il ne faudrait pas que ça prête à confusion. Moi, pour cet enfant, j'espère que les mesures sérieuses vont être prises. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on doit punir correctement cet enfant-là. Et maintenant, c'est bien qu'il y ait dans certains établissements des mesures qui permettent de contrôler les entrées et les sorties de certains élèves. Il faudra juste que les autres établissements puissent suivre la donne et que ça perdure, que ce ne soit pas juste pour une période. C'est tout. D'accord. Charles Hamel, on voit très bien que au lycée des Kounous, c'est quand même un lycée intéressant parce que pour ceux qui connaissent ce lycée-là, il est juste à côté de la mairie de Yaoundé 4 à Yaoundé. C'est un lycée quand même très bien couru, mais de voir ce qui se passe là-bas, ça m'écoeure en réalité. Bien. Monsieur Eric Fopoussi, l'école n'est que, on va dire, le 4e palier où la drogue se retrouve. La drogue se retrouve dans les quartiers. La drogue se retrouve dans les cafétérias. La drogue se retrouve dans les snack bars, monsieur Eric Fopoussi. Voilà les lieux par excellence où la drogue circule. Je vous avais dit que vous avez dans certains établissements des vendeuses de beignets, notamment des lofombo. Lorsque vous arrivez, dit la mère, donne-moi les lofombo bien sucrés, il prend 500, il donne. Il dit à la mère, garde la monnaie, c'est le code. La mère prend. La vendeuse de lofombo prend les gros beignets. Ceux qui ne connaissent pas les lofombo, c'est les gros beignets là. Elle trempe ça dans la poudre spéciale. Elle tourne, elle lui remet. Le gars emballe. Quand tu lui dis je vais, il dit je ne te donne pas. C'est pas parce qu'il te refuse, c'est parce qu'il sait ce qu'il est en train de chercher. Il avale ses beignets, c'est mélangé. Vous avez d'autres, ils utilisent la seringue antitétanique qu'on envoie dans certaines boissons. Lorsque vous consommez, c'est comme ça qu'on réussit à avoir de nombreuses jeunes filles. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se font violer. C'est à travers cela. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je pense qu'il faudrait que la sécurité redouble d'ardeur. Il faudrait que nos forces de maintien de l'ordre redoublent d'ardeur. Parce que c'est connu, monsieur Eric Fopoussi. Dans différents coins, vous arrivez à ceux qui habitent la cité SIC, faites un tour pour les cités SIC. À partir de 18h, vous ne pouvez plus traverser certaines cités SIC. Même ici à Makepe, les enfants sont assis là, ils sont en train de fumer devant vous. On a laissé entrer les chichas. Je ne sais pas quelle est la réglementation dans cette république qui a fait entrer les chichas. Les gens ont fait entrer cette histoire de chicha. On retrouve les gars en train de tirer n'importe où. Mais je peux vous dire que cette émission a été pour beaucoup, d'ailleurs il faut le dire, sur la prise de conscience de beaucoup de jeunes. C'est à partir du moment où on en avait dit sur ce plateau que oui, que la chicha, qu'une bouffée de chicha équivaut à 100 cigarrettes qu'on fume en une seconde. Les gens se sont rendus, les gens ont écarquillé les yeux pour dire donc c'est comme ça. C'est dangereux la chicha. Vous avez des gens qui vont s'asseoir à se débouffer, on donne à la fillette, on donne à telle et les hépatites, les consorts. Vous allez à Niala-Parison, il y a un ensemble de snacks dans cette zone qui là on se retrouve, monsieur Eric Fopoussi, et vous allez vous rendre compte. Je ne veux pas indexer une communauté étrangère particulière, mais il faut regarder beaucoup plus dans la zone du Moyen-Orient, ceux du Moyen-Orient qui se retrouvent, monsieur Eric Fopoussi, dans cette zone. Vous allez vous rendre compte que s'ils consomment dans ces différents bars, vous allez retrouver un certain type de comportement dans ces quartiers. Ces gens du Moyen-Orient, je préfère le dire, qu'on le comprenne ainsi. Oui, les Indiens, non, je pense. Je ne veux pas citer, j'ai bien dit, je ne veux pas indexer une communauté. Il faudrait aller dans cette zone. Lorsque ces gars traînent, vous avez ces gars qui traînent, ces étrangers, à la fin vous allez découvrir que la consommation elle est un peu plus portée. Donc je pense qu'il faut avoir un regard très sérieux là-dessus. On parle beaucoup des Chinois sans que ça me pose problème. Et aux parents, je dis aux parents, occupez vos enfants.
Il y a plusieurs secteurs dans lesquels vous pouvez occuper vos enfants. Les arts martiaux, les arts martiaux, la peinture, la musique, le piano. Occupez vos enfants, ne laissez pas votre enfant traîner à la maison. Arrangez-vous à ce que votre enfant fasse une activité qui va l'occuper, une activité d'éveil. Il y en a plein d'activités. Occupez vos enfants, quitte à ce qu'ils n'aient même pas le temps de penser causer au quartier. Oui, qu'ils veulent me scout, parce que voilà encore une activité. Oui, parce que ça permet d'être discipliné. Voilà. Ça cultive la discipline. C'est ce que j'ai appris là-bas. Il faut la discipline. On a les sapeurs-pompiers qui tout le temps organisent des petits rassemblements pour les enfants pendant 2 ou 3 mois. Ouais. Occupez vos enfants, occupez-les, qu'ils ne chôment plus au quartier. Voilà. Vous verrez. On va terminer cette revue, Karine. On termine avec la déclaration du ministre Atangandji, une déclaration qui fait beaucoup parler la toile depuis 2 jours. Il a déclaré mardi dernier, je cite, « Les gouverneurs m'ont fait savoir que 5 partis politiques ont déjà déposé leur candidature dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le nord-ouest, il y a déjà 30 000 candidats pour 1050 postes de conseillers municipaux. » Et ce qui dérange sur la toile, c'est que où se trouvent ces bureaux de l'ECAM, comment est-ce qu'il a pu avoir ces titres-là, et alors qu'il était en réunion avec les gouverneurs. De toutes les façons, voilà les questions que Internet se pose. D'accord. Que beaucoup de partis. Oui. Que 5 partis politiques ont déposé les candidatures. Il n'a pas précisé les noms. Oui, il dit un ministre des élections, sans nom, 5. Non mais davantage le fait, non, le MINAT, excusez-moi, c'est vrai que lui me l'avait dit, je suis le ministre des élections, mais est-ce qu'il est le ministre des élections? C'est ça le problème. Faut pas qu'on entérine ce qui est grossier, ce qui n'est pas normal. Il y a un organe indépendant chargé d'organiser les autres au Cameroun qui s'appelle ELECAM. Je veux qu'on soit d'accord, parce que j'ai l'impression que le ministre est encore aux années 90 où c'était encore le ministre qui organise les élections. Ce n'est plus le cas. Il faut l'expliquer au cas, même si dans les faits, ils réussissent à faire. Mais il faut dire que sur le plan légal et officiel, le MINAT n'organise pas les élections au Cameroun. Ce n'est pas le MINAT qui organise les élections. On lui fait des rapports. C'est vrai que ils ont toujours des représentants. L'administration a des représentants dans les commissions. Par exemple, la commission communale des votes, le MINAT, par le MINAT, l'administration a ses représentants, dont 3 représentants. C'est vrai, mais c'est ELECAM qui organise les élections au Cameroun. Donc, premier élément. Deuxième élément, il me semble quand même que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest est dans une situation sécuritaire tout à fait compliquée. Comment ils ont pu compiler rapidement les informations aussi rapidement? Non, je pose la question parce qu'après il faut... comment ils ont pu... Bon, on peut imaginer que lui étant le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, vous savez qu'il est le secrétaire permanent. Donc, il a sous son contrôle également les renseignements généraux, les renseignements ci, les renseignements ça. Donc, il peut avoir ce type d'informations. Maintenant, est-ce que l'information qu'il donne, là maintenant, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les élections vont bien se passer et qu'il n'y aura pas de problème. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Il faut voir le message qu'il envoie derrière. Bombok. Oui, d'abord, non. Les antennes communales de l'ECAM disaient qu'elles avaient 48 heures pour transmettre les dossiers de candidature à leur niveau. Au Conseil électoral. Au Conseil électoral. Donc, oui. Sûrement que sur le plan du timing, hier, il aurait pu avoir l'information. Mais ce que je ne comprends pas, comme vous l'avez relevé, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est 65 communes. Il est préférable de dire que dans les 65 communes, nous avons des dossiers de tant nombre de communes. Et même là, c'est une entorse à la loi. Vous l'avez également relevé. Eh bien, c'est ELECAM qui doit le dire, ce n'est pas lui. Ça veut dire qu'en fait, il y a une entourloupe qu'on est en train de préparer. Il y a une tricherie et on veut préparer l'opinion à ce que il y aura vote dans les 65 communes des régions du nord-est et du sud-ouest. On a préparé l'opinion comme ça, tout comme on vous avait dit. Rappelez, c'est lui qui avait annoncé les observateurs internationaux lors de la présidentielle. Et c'est avéré quelques temps après que ces internationaux-là étaient vraiment internationaux. Full transparency. Étaient vraiment des internationaux. Mais l'opinion avait déjà intégré. Et c'est là donc, on prépare l'opinion pour la fraude
qui arrivera dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça veut dire également, je termine par là, que les fichiers seraient déjà faits. Donc, il faudrait maintenant que les citoyens restent éveillés en demandant aux représentants... on n'y peut rien, nous ne sommes pas là-bas. Les représentants, il y a deux. Les représentants régionaux de l'ECAM, du nord-ouest et du sud-ouest. Délégués, oui. Les délégués régionaux de l'ECAM, oui, ils doivent nous dire quels sont les... Chefs d'agence aussi départementales. Voilà, mais non, restons dans le nord et sud-ouest. Ils vont nous dire que vous, dans vos communes, quels sont les... On va compétir où? Et est-ce que votre bureau communal du Lébialem existe? Est-ce que votre bureau communal, oui. Voilà, votre antenne communale du Lébialem existe? Est-ce que votre antenne communale de Ndiang... Non, si c'est le Lébialem, c'est le département. Voilà, oui, vos chefs d'agence départementale. Voilà. Donc, il faut donc préparer cette question-là pour nous donner la photographie réelle de la situation des antennes communales dans les 64 des agences départementales. Oui. Tout à fait. Là, on saura si on va découvrir vite ce qui est en train de se tramer. Rappelons que pour Éric Essousset, le directeur général des élections de l'ECAM, avait dit que pour les dépôts de manière exceptionnelle, dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous savez qu'on dépose les dossiers pour les municipales à l'antenne communale. Il avait dit que exceptionnellement pour le nord-ouest et le sud-ouest, les gens pourraient déposer cela plutôt à l'agence départementale de l'ECAM de leur région, donc de leur localité. Et il a refusé de dire le nombre de bureaux de vote qu'il y a là-bas. Et l'autre chose qui s'est passée là, la composition des dossiers, c'est que les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, dans certaines localités, n'ont pas pu avoir accès dans les tribunaux de première instance pour établir. Non, et le bulletin numéro 3, ils l'ont fait à Yaoundé. Oui. Ça veut dire que l'accès là-bas est compliqué. Bon, comment on peut tenir les élections là où on n'a même pas pu avoir les présidents? Le SDF également a dit que... les certificats de non-imposition, ils l'ont pris au Molo. Voilà. Les certificats, ils l'ont à Yaoundé toujours. Ils l'ont fait à Yaoundé, oui. À Yaoundé. À Yaoundé. Oui. Oui. Le SDF a fait état de ce que... Et le vote va se passer là-bas. Alors que tous les papiers ont été faits. C'est justement l'incongruité. Le président du Sénat avait voté à Paris lors de la présidentielle, alors qu'il n'était pas inscrit là-bas. Donc, peut-être on a déféré la vote. Non, le SDF a fait état de ce que certains de leurs militants ont été agressés. Leurs dossiers de candidature, j'allais dire, arrachés par les ambabos. C'est vrai, c'est pas vrai, on verra. D'accord. En fait, il y a des problèmes. Monsieur Éric Fopoussy, je vous ai dit, je prends toujours avec des pincettes tout ce qui est dit par le MINAT. Et ce constat, je l'ai fait, cette décision, je l'ai prise après les élections d'octobre 2018, cette affaire des observateurs internationaux et tout, monsieur Éric Fopoussy. Chaque fois qu'il est sorti à la presse, après, ça nous a toujours donné une mauvaise odeur, un goût amer, un goût très amer. Donc, permettez-moi de ne pas me prononcer sur ce sujet. Je préfère respecter ce que Mbok a dit, dans ce sens que on est déjà en train de préparer l'opinion. On nous parle de 5 partis. Quels sont les partis? On sait avec exactitude l'ensemble des choses pour certaines régions. Pourquoi est-ce que dans ces régions, on va nous parler de 5 partis? C'est lesquels? Permettez-moi de m'amuser. On va parler de l'UNDP, on va parler du PADEC, on va parler du PCRN et on va parler du SDF. Oui, peut-être si... Non, on commence par le RDPC qui est général. Oui, je vais terminer par le RDPC. Donc voilà les 5 partis, peut-être ils voudraient nous dire, ou ils voudraient nous laisser le soin de nous commencer à deviner, travailler avant que la véritable liste qui est déjà préparée, comme l'a dit Mbok, nous sorte. Il faut qu'on arrête. Et je crois que vous le disiez ici hier, quand on débattait de cette question de crise sociale, vous disiez, vous martelez, non, il faut que les populations se lèvent, et il faut que les populations se lèvent. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on n'y peut rien, mais bon, on n'y peut rien parce que tout a déjà été arrêté. Non, je dis qu'on n'y peut rien parce que nous n'avons pas accès au nord-ouest et au sud-ouest. Parce qu'on n'a pas accès. Nous ne pourrons pas aller vérifier. Parce qu'il y a la guerre. Lorsque vous parcourez dans la toile, vous regardez l'ensemble des réactions, on vous dit que beaucoup de mairies ont été inaccessibles, d'autres ont été brûlées, il n'y a pratiquement rien eu. Donc tout a été signé à Yaoundé. À quel moment cela s'est fait? Qu'on autorise, qu'on signe tout à Yaoundé? Ça non, mais je vous dis que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'éléments concrets qui nous permettent de vérifier les chiffres du MINAT. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut aller sur place, toucher du doigt la vitalité et surtout la vie des antennes communales de l'ECAM?
dans ces deux régions du nord et du sud-ouest? C'est là la grande question, parce que ça avait été le même cas pendant les élections vont sortir. Donc, Monsieur à la présidentielle, le même cas à la présidentielle, la situation n'était pas aussi grave que maintenant. C'est la répétition de ce qui a commencé à la présidentielle. Oui, je confirme ce que vous dites. Le taux de participation était de 5%. Le taux de participation à la présidentielle était de 5% seulement dans cette partie du pays. Et en plus, nord et sud-ouest. Et en plus, le droit nous amène à des tripatouillages du genre où on peut dire le taux d'abstention ne peut pas influencer véritablement les résultats. Donc pour la présidentielle, on peut fermer les yeux et comprendre. Maintenant pour les élections locales, comment vous allez nous faire croire qu'à Woum, les gens n'ont pas défilé, n'ont pas voté, mais ils ont élu leur maire? Ça ne peut pas s'expliquer. D'accord. Alors, on va les déporter vers Bafoussam? En tout cas, également. Qui d'abord sont ceux qui vont voter pour ces maires alors qu'ils ont fait le dossier? C'est là la grande question. Qui? En tout cas, on va observer très bien ce qui se passe du coup. Alors, madame, monsieur, basculons au plateau B pour retrouver Consti Lamine, avec qui on va parler du Grillardin. On regarde d'abord ceci. Bonjour à vous. Alors, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et déjà bon appétit par anticipation à tous ceux-là qui ont compris que bien manger, c'est manger bien sûr du côté du restaurant Le Grillardin. Également ceux-là qui ont compris que célébrer son mariage, célébrer son anniversaire, célébrer sa soirée d'entreprise, c'est bien de célébrer ces événements dans un cadre chic, dans un cadre féerique, dans un cadre bien sûr de qualité supérieure. C'est bien entendu du côté bien sûr du restaurant Le Grillardin. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, qui est donc votre restaurant par excellence de qualité supérieure. Ça se passe bel et bien du côté de Bonapriso, le restaurant Le Grillardin. Alors, chers téléspectateurs, c'est une fois de plus bien aujourd'hui d'attirer votre attention à la maison. Regardez ce décor. Ça, c'est un aperçu du décor qu'on vit tous les jours de lundi à dimanche au restaurant Le Grillardin. Il faut le rappeler, ce décor a été réalisé par le maître d'hôtel du restaurant Le Grillardin. C'est donc l'occasion pour moi d'attirer l'attention de ceux-là qui veulent célébrer les anniversaires, qui veulent célébrer les mariages, qui veulent célébrer les soirées d'entreprise. Venez au restaurant Le Grillardin, vous ne serez pas déçus. Manger, c'est bien, mais manger au restaurant Le Grillardin, c'est encore mieux. Parce que le tout n'est pas de manger le ndolé, le tout n'est pas de manger le mongo chobi, mais c'est de manger le très bon ndolé. Oh là 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 là, le ndolé crevette. C'est de manger le poisson bien braisé. C'est de manger le coquille camerounais, c'est de manger le sanga, c'est de manger tout ce qu'il y a comme repas camerounais au restaurant Le Grillardin. Regardez le cadre dans lequel vous allez manger tous les jours de lundi à dimanche. Regardez le ndolé, oh là là, regardez le ndolé là. Regardez ce ndolé, vous le retrouverez au restaurant Le Grillardin. Alors je vous invite, chers téléspectateurs, d'appeler dès à présent. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au Grillardin peuvent commander leur repas à travers nos numéros de téléphone. Et ceux qui veulent découvrir notre cadre, venez tout simplement de lundi à dimanche à partir de 12h et bénéficier d'un buffet géant à 6 000 francs. Un buffet complet avec entrée, plat de résistance et dessert, accompagné bien entendu d'un vin blanc qu'on vous donne gratuitement pour ceux qui veulent rester au village. Alors, chers téléspectateurs, manger c'est bien, mais manger au restaurant Le Grillardin, c'est encore mieux. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 12h du côté de Bonapriso à la rue UTA. Merci beaucoup et bon appétit à tous nos clients. Merci à vous, Consti Lamine. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre interpellation. Interpellation, c'est un élément que nous aura donc réservé Cédric Chouna, et ensuite on va faire un commentaire de ces images juste après. Donc, à tout de suite. Moi, je pense qu'on devait diminuer les prix de taxes, les patents et toutes ces choses. Comme ça, ça que beaucoup de nos frères et nos sœurs pas investir que hors de pays. Si on pouvait baisser le prix de toutes ces choses, nos sœurs qui sont allés investir dehors vont rentrer ça, voilà, et sur le Cameroun. Et ça, il va me donner. Moi aussi, longtemps que c'est cher et toutes ces choses, les patents, les taxes sont chers.
Par exemple, il y a beaucoup de jeunes comme nous, qu'on a essayé de faire le business au Cameroun, ça n'a pas donné. Parce que quand on commence, après il faut payer ça, après le papier et toutes ces choses. Après, on commence à prêter l'argent et faire toutes les choses, après on ferme. Et à cause de ça, nous sommes dans le chômage. Si on pouvait baisser le prix et tout ça, moi je pense que ça va donner. Et le problème des anglophones aussi, il faut seulement que ça peut être que les anglophones le demandent, que la fédération. Moi je pense que si ils acceptent ça, ça va donner. Le jeune compatriote a des préoccupations multiples, on le voit très bien. Bon, mais quel commentaire vous pouvez faire de ce qu'il a dit? Oui, l'avenir des jeunes, comment créer l'environnement des affaires dans notre pays. Et dans cet environnement des affaires, il insiste sur ceux des Camerounais qui veulent investir, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire dans leur pays, ils sont allés ailleurs, dans d'autres pays. Et cet environnement des affaires, je pense que vous l'avez dit également hier, oui, doit passer par les collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que la décentralisation donne le pouvoir aux maires d'encadrer le développement dans leur localité? C'est ce qu'ils recommandent là. Et je pense que vu sur cette manière-là, il y aura plein d'investissements. Parce que le pouvoir central ne peut plus, il n'y a pas d'argent. En tout cas, ce qui est certain, en tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on écoute le jeune compatriote, il semble préoccupé par des choses qui, on va dire, sont tout à fait simples pour une économie comme celle du Cameroun. C'est de pouvoir faire en sorte que le climat des affaires soit bon pour tout le monde et que les investisseurs arrivent au Cameroun. Je rappelle que dans le classement Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, le Cameroun occupe une position assez, on va dire, assez honteuse. Assez honteuse. Le mot exact. On est 167e sur près de 190 pays. Donc nous sommes les derniers de la classe, nous sommes parmi les derniers de la classe. Pourquoi? Parce que il n'est pas facile d'investir au Cameroun. Tout récemment, j'évoquais ici le cas des entreprises qui ont fermé boutique. Et on peut vous dire comme ça, il y a un nombre impressionnant d'entreprises, de PME qui ouvrent au Cameroun tous les jours et qui ferment dans le même temps. Et on doit féliciter les patrons camerounais, les entrepreneurs camerounais qui, malgré cette difficulté, continuent à garder leurs entreprises ouvertes. Parce que c'est pas facile. Si vous voyez un homme d'affaires camerounais, il faut le respecter. Un chef d'entreprise au Cameroun qui parvient à s'en sortir dans un contexte comme celui-ci, il faut le respecter. Parce que l'environnement est tout à fait compliqué, c'est difficile. Et on l'a toujours dit. On va tout de suite basculer une fois de plus au plateau B pour retrouver Consti Lamine. Consti, nous parlons de Sorepco. Bien entendu, Eric, il faut le rappeler que le concept Sadaka reste toujours aux côtés des entreprises de qualité. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, une fois de plus. Nous allons parler de cette entreprise qui vous offre toujours et toujours les meilleurs prix. Quand on parle des congélateurs, quand on parle également des réfrigérateurs, c'est bel et bien l'entreprise Sorepco. Ah ben oui, rien qu'à entendre le nom de cette entreprise, on a besoin de découvrir ce qu'il y a derrière cette entreprise. Alors je rappelle que c'est plusieurs années d'expérience, c'est plusieurs années dans la qualité, c'est plusieurs années dans le meilleur prix. C'est bel et bien l'entreprise Sorepco. Et il faut le rappeler que dans les agences de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam et de Kribi, il y a un véritable Salaka de ce côté-là. Il y a un véritable, c'est-à-dire il y a une vente promotionnelle des congélateurs verticaux et des réfrigérateurs de marque Super Cool. C'est donc l'occasion ici pour moi de rappeler à tous ceux-là qui ont besoin d'un congélateur, de rappeler à tous ceux-là qui ont besoin d'un réfrigérateur de ne plus acheter le congélateur n'importe où. Évitez d'acheter les congélateurs par-ci par-là. Évitez d'acheter les congélateurs déjà utilisés. Évitez d'acheter les réfrigérateurs déjà utilisés. En ce moment, vous avez la possibilité d'avoir un congélateur vertical de marque Super Cool. 230 litres, vous l'avez à 180 000 francs, chers téléspectateurs. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une réalité. Je dis bien aujourd'hui, grâce à Sorepco et le concept Salaka, on a la possibilité d'acheter un congélateur neuf dans le carton, un congélateur vertical, un congélateur de qualité supérieure, un congélateur de marque Super Cool. Vous l'avez à 180 000 francs dans les agences Sorepco de Yaoundé, de Bafoussam, de Kribi et de Douala. Et ce,
c'est-à-dire des autres villes du Cameroun, pourront tout simplement appeler la direction commerciale et bénéficier de pas mal d'avantages. Je rappelle que ce congélateur vertical a cette particularité, il ne consomme pas assez d'énergie. Le congélateur vertical de Sorepco dispose de plusieurs compartiments qu'on peut d'ailleurs apercevoir à l'écran, ce qui vous permet de pouvoir ranger les différents aliments. Chaque aliment devrait avoir son compartiment. Vous l'avez à 180 000. Un congélateur neuf. Un congélateur Nyanga. Oh là 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 là. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, l'eau glacée, virgule, aux voisins, point, virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Allez chez Sorepco, achetez un congélateur super cool. Oh là 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 là. À 180 000. Et je rappelle que c'est avec garantie. Hein. Quand vous achetez à Sorepco, non seulement le congélateur est dans le carton, mais on vous donne également 6 mois de garantie. En cas de problème, revenez. Et vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Ces congélateurs, je les ai testés. Ces congélateurs, je les ai vérifiés. Et j'ai décidé de les vendre à l'émission Le Zénith. Congélateur à 180 000. À côté, bien sûr, d'un congélateur, on parle également du réfrigérateur. C'est quoi la différence? Il faut rappeler que le congélateur permet de congeler vos aliments. Le congélateur permet de pouvoir congeler pendant longtemps vos aliments, alors que le réfrigérateur permet de rafraîchir dans la douceur, de rafraîchir dans le style vos aliments, vos boissons, sans toutefois les congeler. Ah ben oui, c'est donc l'occasion ici d'attirer l'attention de tous les tenanciers de bars, de tous les tenanciers de boîtes de nuit, de courir dans les agences Sorepco et d'acheter un réfrigérateur de marque super cool, 200 litres. Vous l'avez à 180 000. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais d'aller réserver un congélateur vertical à 180 230 litres ou alors un réfrigérateur de marque super cool à 180 000. Alors, chers téléspectateurs, n'achetez plus n'importe quoi. Évitez d'acheter un congélateur déjà utilisé. Parce qu'un congélateur déjà utilisé, vous allez dormir avec le technicien à la maison. Il sera à côté de vous parce que chaque moment, le congélateur va tomber en panne. Chaque moment, le congélateur aura des problèmes. Donc, pour éviter l'AVC, pour éviter les maux de tête, rendez-vous directement dans les agences Sorepco et achetez un congélateur. Pas n'importe lequel. Un congélateur vertical à 180 000 francs dans les agences Sorepco de Yaoundé, Bafoussam, Douala et Kribi. Donc, Motote, c'est Alande Tatan. Just no, for Sorepco. C'est super, merci. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour ce matin. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h pour la dernière sortie de la semaine. On va sûrement revenir avec de nombreuses informations qui nous arrivent à l'instant parce que ce qui va arriver au Cameroun dans les semaines à venir va être très compliqué. Cabral Libi a pris la parole tout à l'heure. Vous aurez les informations dans nos journaux de la journée. C'est un séisme également avec ce qu'annonçait Cabral Libi. On va également dire que dans les semaines à venir, vous aurez les révélations sur beaucoup de choses quand même sur le plan politique au Cameroun. Madame, monsieur, passez une belle journée. Que Dieu bénisse véritablement le Cameroun.